Alors, nous rencontrons aujourd'hui Esther Brun, qui est insegnante di sostegno en Italie et qui va se présenter et nous expliquer dans un premier temps quel est son parcours et comment elle est arrivée à devenir insegnante di sostegno. Ben voilà, c'est tout simple. Des fois, c'est le hasard qui fait qu'on fait des choix et pas d'autres. En fait, j'ai une formation juridique à la faculté. Et avant, bien avant, au lycée, j'ai fait un lycée basé sur l'étude du droit et du latin. Donc, j'ai une formation tout à fait humaniste. Et ce qui m'a permis, en fait, après de voir que le parcours du droit n'était pas ma voie. Et donc, j'ai un peu hésité, regardé. Et par hasard, je suis rentrée dans le monde de l'enseignement. J'ai fait prof de droit pendant 5-6 ans, tout au début. Et après, j'ai fait en parallèle une formation pour être prof de soutien, parce qu'il y avait des demandes d'emploi pour le soutien, c'est-à-dire travailler avec les élèves handicapés dans les écoles, les grands élèves à partir de 14-19 ans. Alors, Et donc, quelle était la formation que tu as suivie pour faire cet c'est une enseignement spécialisé? formation, oui, c'est une formation de 2 ans, généraliste sur la didactique, et après un an sur la didactique, la pédagogie, les façons Les besoins. d'enseignement, et Mhm. à la faculté, et après une formation spécifique sur l'inclusion, ce qu'on appelait la didactique spéciale. Maintenant, c'est pas trop le cas de parler comme ça, et l'inclusion à l'intérieur des écoles. Et après, j'ai fait une autre formation d'un master de la durée de 1 an, oui, toujours à la faculté de Venise, et pour suivre les élèves avec des difficultés d'apprentissage, les dyslexiques, dyscalculiques, dysorthographes. Donc, ce que nous, Voilà. on appelle en français les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, tous les Voilà. 10. Dans les acronymes italiens, c'est le DSA, DSR. D'accord, OK. Alors, donc, en quoi ton travail est différent d'un AVS, d'un accompagnant de vie scolaire? Hmm. Nous, en France, nous avons des AESH, des accompagnants aux élèves en situation de handicap. En quoi ton D'accord. travail à toi est différent? Alors, en fait, moi, je suis professeur, alors que ce que tu as dit, toi, c'est pas des AESH. professeurs. Hmm. Mhm, OK. C'est pas des professeurs, donc ils sont à l'intérieur de la classe, mais ils suivent pas le côté didactique, le côté de leçon, de prendre des notes, de simplifier, de trouver du matériel, tout ça. Ils s'occupent uniquement De la de vie scolaire, la, de la vie pratique. même pas oui, de la vie pratique, et après surtout de s'occuper des élèves, on les a surtout pour les élèves en grande difficulté, des gros handicapés, pour aller aux toilettes, pour l'autonomie. Voilà, ce qu'on appelle des assistants à l'autonomie. Mais D'accord. après, ceci dit, en théorie, c'est ça. Dans la pratique, ils sont à côté de l'élève, ils le suivent aussi. Ça dépend aussi de la formation du personnel. Et concrètement, alors, comment toi, tu interviens dans la classe? Alors, moi, ce qui est difficile à comprendre, parce que ça passe pas toujours, je suis professeur de la classe, c'est-à-dire je suis mon élève, et en même temps, je peux m'occuper des autres élèves en difficulté, ceux qui ont pas trop envie de travailler, ceux qui ont des difficultés, et concrètement, le travail que je fais est un travail comment on appelle ça, de coopération avec Les enseignants de la classe. les enseignants de la classe, c'est-à-dire D'accord. tu prends des accords, à peu près, tu suis un programme qui, à mon avis, doit être toujours le programme plus ou moins en général, ou plus ou moins facile ou difficile du programme qui est en train d'être expliqué aux autres élèves. D'accord. Donc, en fait, toi, tu fais vraiment un travail d'étayage, d'explication, de Oui, reformulation, oui. etc., auprès de l'élève. Oui, en fait, le parcours des élèves handicapés et aux grandes écoles, donc de 14 à 19 ans, alors soit ils suivent un programme lié au programme ministériel de la classe, ça s'appelle Obiettivi Minimi, et donc ils font tout ce que les autres élèves font, les mêmes, comment on appelle ça, vérifiques, les mêmes Les mêmes activités, devoirs. les mêmes devoirs, les devoirs en classe et tout ça, que les autres élèves, mais à un niveau plus simple, enfin un niveau plus simple, au minimum.
D'accord? Et il y a un autre groupe, groupe qui suit un programme, ça s'appelle differenziato, una programmazione differenziata. C'est-à-dire, toi, en tant que professeur, tu décides quelles sont les thématiques à faire suivre à ton élève et tu simplifies au maximum. En fait, tu peux faire ce que tu veux, en D'accord. accord avec les autres professeurs, surtout pour les D'accord. élèves les plus en difficulté. D'accord. Et est-ce que vous avez un temps de préparation ou de concertation programmé, officiel avec les autres enseignants? Pas forcément, c'est-à-dire c'est un travail qui est individuel et après on le fait voir avec. Après, ça dépend de la disponibilité, de la bonne volonté, de beaucoup de choses des professeurs, mais en théorie, oui, tu prévois un temps où tu choisis le parcours commun que tu peux faire. D'accord, OK. Alors, moi aussi, je suis enseignante spécialisée en France, mais j'ai essentiellement des élèves avec des troubles spécifiques du langage et des apprentissages ou des élèves qui sont atteints du trouble spécifique du spectre autistique. En revanche, nous, on est en train de regarder, en France, puisque on est en plein festival du cinéma, italien, à Nantes, et il y a un très beau film qui vient de sortir qui s'appelle, Mio fratello rincorriggio i dinosauri, qui parle justement, c'est quelqu'un de chez toi, là, de Castelfranco, un jeune élève qui a écrit cette difficulté d'accueillir dans sa famille un quatrième enfant qui est en fait atteint de la trisomie chez nous, de syndrome de Down chez vous. Et en fait, il y a un jeune réalisateur qui a lu ce livre, qui a trouvé ce livre très bien et qui a fait une mise en scène qui est assez sympathique. Moi, je l'ai montré à mes élèves lundi, ça a beaucoup plu. Mais on s'est posé justement la question de l'inclusion scolaire, enfin des limites de l'inclusion scolaire, en tout cas en France, parce que moi, personnellement, même en étant enseignante spécialisée, comme toi dans le secondaire, c'est-à-dire avec des élèves qui sont en lycée, entre 14 et 18 ans, 15 et 18 ans, je n'ai jamais eu dans mes classes des élèves trisomiques. Qu'en est-il de chez vous? Ou chez nous, enfin, moi je parle de mon lycée, c'est un lycée agricole qui forme des travailleurs dans l'agriculture. Et donc, dans notre école, on accueille un nombre 30, peut-être 30, 40 élèves handicapés qui peuvent être pas trop graves, mais extrêmement graves. Et, et ça dépend surtout des contextes. Alors, en Italie, la plupart des élèves handicapés sont inscrits dans Des instituts? instituts professionnels, dans des lycées professionnels, parce que forcément, il y a un côté pratique. Mais le côté Donc, pratique c'est le cas de d'activité, ton lycée, c'est un lycée professionnel agricole. oui, D'accord. agricole. Mais le côté pratique a une grosse limite pour les élèves handicapés ou qui n'ont pas de motricité fine, qui n'ont pas de coordination, qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas d'autonomie. Mhm. Donc, en fait, on les accueille et avec eux, on fait des choses plus simples, des choses que pour les autres élèves peuvent être trop simples, alors que D'accord. pour eux, ça donne des objectifs qui sont capables de réaliser. Donc, ce sont des objectifs qui sont différents des autres élèves. Mm. Mais en même temps, il y a un gros travail qui se fait avec les familles. Mhm. Et donc, la plupart des élèves viennent chez nous parce qu'on a une école très accueillante, très, très accueillante. Et on a un parc immense. Et donc, il y a beaucoup de possibilités de diversification et de compétences et de formation des professeurs di sostegno. D'accord, des enseignants. Alors, une petite question délicate. Et pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de différentes façons. Alors, le premier moment, au mois de mars l'année dernière, hélas, oui, tous les élèves étaient à la maison, les professeurs étaient à la maison, on était tous à la maison. Et là aussi, ça dépend beaucoup des familles qui ont l'amour d'être à côté des élèves et de s'asseoir à côté, d'essayer avec la Zoom, de rester à côté, d'essayer de les intégrer. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Parce que s'il y a une grosse difficulté, un gros handicap, c'est très difficile et une grosse souffrance des élèves handicapés. Dans la deuxième période, avec la nouvelle année scolaire, en fait, les élèves handicapés ont eu le droit de fréquenter l'école. Donc, ça a été un gros soulagement pour les familles. Et ils ont continué de faire les activités prévues avec les professeurs de soutien ou les professeurs de la classe.
Et ils étaient un peu seuls dans la classe, effectivement, mais ils n'étaient pas à la maison tout seuls, avec les familles qui étaient en grosse difficulté. Donc, il y a eu deux façons. Et ça a été, ils ont reconnu un gros droit à l'instruction, à l'inclusion, à la différence aussi. Et donc, voilà. Ça a été deux différents passages. Alors, depuis quand existe l'inclusion scolaire en Italie? Parce que nous, on a eu une loi en 1975 qui n'a pas été franchement mise en œuvre. Et depuis 2005, pardon, on a eu une loi. Et puis en 2018, une loi de réorientation de l'école qui fait que maintenant, on accueille en inclusion quasiment totale les élèves en situation de handicap. Mais, c'est ce que je disais, il y a encore peu d'élèves avec des troubles des fonctions cognitives. Qu'en est-il en Italie? En fait, il y a eu un passage important. Dans les années 90, il y a eu cette loi, la loi 104, qui regarde toutes les personnes handicapées. Et c'est à partir des années 90 qu'il y a eu cette inclusion importante, parce qu'avant, les élèves étaient dans des classes spéciales. Ah bah, donc, c'était autre chose. Donc, vous avez juste 15 ans d'avance sur nous, finalement. Ok. Et on parlait tout à l'heure, on parlait de trisomie. Est-ce que toi, tu as des élèves, tu as des enfants dans ton école qui sont atteints de la syndrome de Down? Beaucoup, il y en a beaucoup. Et c'est les plus actifs. Ils sont des grands travailleurs. Ils ont un bon caractère. Ils sont joyeux? Hein? Ils sont joyeux? Ils sont joyeux, oui, ils sont collaboratifs. On a fait dans notre école, on a tout. Donc, on connaît un peu. Et quand tu disais que tu avais des handicaps un peu lourds, c'est quoi? C'est des polyhandicaps? Oui, on a moi, j'ai suivi pendant 4 ans un élève handicapé. Il n'avait aucune fonction. Il était sur une poussette. Il n'avait aucun contrôle des muscles. Il n'arrivait pas à parler. Et en plus, il était sourd. Mais l'avantage, c'est qu'il ne s'échappait pas parce qu'il était attaché. Et il avait une famille derrière. Il travaillait avec un ordinateur, avec des petits grognements comme ça. Et il avait 3 vidéos devant lui pour travailler. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. D'accord, ok. Pour terminer, est-ce que tu changerais de métier? Absolument non. Non, parce que c'est un travail qui demande des relations diplomatiques avec la famille, avec les professeurs de la classe, avec les élèves dans la classe. Et il faut apprendre beaucoup à la médiation. Comment on appelle ça? La communication, la médiation, oui. La médiation, c'est important. Voilà, moi, je ne changerai pas de… Et c'est un travail très créatif. D'accord. Donc, tu continues? Je continue, oui. Bon, merci de ton intervention. Merci à toi et bonne continuation à tous. Bon festival. Merci.